Allez, une dernière. Voilà, et là, tout ce que vous avez à dire sur la question, dites-le. Voilà. En fait, le film en une image, comme je l'appelle, que je propose, que nous réalisions ensemble, s'appuie et s'inspire surtout d'un tableau qui s'appelle La Ronde de nuit et qui a été peint par Rembrandt entre 1639 et 1642. Il lui a quand même fallu 3 ans pour faire la chose. Nous, on va avoir une seule journée pour réaliser ce que nous souhaitons réaliser. Alors, ma façon de procéder est la suivante. En tant qu'artiste, je m'inscris dans une tradition qui est celle des artistes à système. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis en place un système, vous êtes réunis ici, on va faire une photo ensuite. Alors, en fait, je n'attends pas un résultat spécifique, si ce n'est que vous soyez là et que la chose soit possible. Mais ça, c'est le système. Mais après, j'attends au contraire d'avoir une surprise et je pars du principe qu'elle risque d'être bonne. Voilà. Donc ça, c'est pour vous décontracter par rapport à la réalité. Et je vais aller plus loin en disant que je comprends même que vous puissiez penser que ce que je vous propose de faire est quelque chose d'idiot ou qui vous laisse perplexe. Et dans ce cas-là, le seul conseil que je vous donnerai, c'est d'utiliser le pouvoir de cette perplexité pour me donner le meilleur au moment où on va faire l'image. Alors il s'agit bien évidemment d'une peinture à l'huile, mais ça va mieux en le disant. Et la taille originale de cette peinture à l'huile depuis 1715, vous verrez pourquoi je vous précise la date, est de 3,63 m par 4,35 m, 37 précisément. Voilà, ce qui fait un panneau absolument énorme, en sachant qu'il a été recoupé. Donc avant, il était encore plus grand, il faisait à peu près 4 mètres par 5. Voilà. Donc cette œuvre-là se trouve précisément au Rijksmuseum à Amsterdam actuellement. Alors elle passe pour être la plus célèbre des œuvres de Rembrandt, mais c'est aussi la plus controversée et la plus énigmatique. Comme à chaque fois avec Rembrandt, en fait, le spectateur est confronté à la complexité, malgré l'apparente simplicité du tableau, puisque immédiatement, quand on est devant le tableau, on comprend ce qui se passe. C'est une bande de gus qui arrive vers le spectateur. En réalité, ce tableau, on peut le lire à un certain nombre de niveaux, ce que je vais faire avec vous. Pourquoi reconstituer une telle œuvre? Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vit un moment extraordinaire. Et ce moment extraordinaire, c'est celui-ci, c'est que les technologies, quelle qu'elle soit, je ne parle pas seulement de l'informatique, mais de la biotechnologie, sont en train de nous amener à envisager que le monde il est en train de changer, mais d'une façon incroyable. Et que parmi ces changements, il y a le fait que les femmes vont prendre une importance qu'elles n'ont quasiment jamais connue, si ce n'est de manière légendaire dans peut-être les Atlantes, je ne sais pas, enfin, des civilisations qui sont mythologiques en quelque sorte. Mais il va se passer quelque chose de très, très, très nouveau. Et c'est personnellement ce qui m'intéresse. Et le féminisme historique a été un signe, mais ce n'est pas, de mon point de vue, représentatif de ce qui va vraiment se passer. Alors, ce à quoi je procède, c'est au changement des personnages masculins. Il y a une de vos collègue qui m'a dit « Mais qu'est-ce que je fais là? Il n'y a que des hommes sur le tableau. » Je lui ai dit « Oui, justement, c'est ça l'objet, c'est de procéder au remplaçant. » Et pourquoi je fais ça? Parce que à la fois, je trouve ça intéressant de savoir si le fait de changer un sexe par un autre va apporter un si grand changement que ça. Que chacune d'entre vous réfléchisse à ce que je lui ai dit, je lui fournirai un petit rappel de ça, pour qu'elle comprenne bien, en fait, quelle est sa position, finalement, par rapport à tout le baratin qu'on nous sert en permanence sur la sécurité, le truc, le machin. Et qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'un homme ou une femme serait plus à même de faire régner l'ordre ou pas? Finalement, on n'en sait rien.
Voilà. Et il y a à peu près 1 an et demi de ça, traduit une série d'articles qui était paru dans le New York Times et qui parlait du problème que les militaires femmes rencontraient en Afghanistan et en Irak. Et en fait, toutes disaient que ce qu'elles redoutaient le plus, ce n'était pas les talibans, c'était leurs propres collègues de travail, qui étaient d'autres militaires, hommes, parce que quand elles allaient prendre une douche, elles se faisaient régulièrement violer. Alors je vais commencer par vous parler du titre de l'œuvre, que tout le monde connaît, La Ronde de nuit, n'est-ce pas? Et ce titre comporte tout simplement 2 indications assez simples, c'est une ronde et ça se passe la nuit. Bon alors je vais vous le dire d'emblée, ces 2 indications sont évidemment fausses. En fait, ce tableau s'appelle La Ronde de nuit seulement depuis le 19e siècle. Avant, il portait un titre tout à fait différent. Simplement, le temps passant, le vernis étant altéré, elle a subi tout un tas de manipulations, de déménagements. En fait, elle s'est assombrie. Et au XIXe siècle, on en a, on peut dire un peu rapidement déduit que c'était une œuvre nocturne. En fait, il n'en est rien, c'est une œuvre qui se déroule à peu près dans l'après-midi. On vous parle de ronde, alors évidemment quand on voit des militaires qui font une ronde, on imagine quelque chose qui est de l'ordre de la tactique policière, comme faire le tour d'un pâté de maison pour effectuer une action de surveillance. Et là encore, il ne s'agit pas d'une ronde, il s'agit du démarrage d'une sorte de parade festive. Si vous regardez l'ombre portée du pied, vous vous rendez bien compte que c'est une ombre portée qui, si vous dessinez le rayon oblique qui la projette, renvoie une source lumineuse très haut dans le ciel. C'est vraisemblablement le soleil. Pourquoi c'est le soleil? Parce que sur le tableau, personne ne porte de torche. Et que se promener la nuit dans une ville qui n'a pas d'éclairage public sans torche, évidemment, il n'y a pas d'ombre au sol et vous vous cassez la gueule. Donc, ça ne peut pas se passer la nuit, c'est aussi simple que ça. En plus, vous voyez bien qu'il y a une ombre portée ici, les rayons vont converger. Le drapeau pend par son propre poids, il n'y a aucun souffle de vent, ça veut dire que le porteur du drapeau se trouve à l'abri, vraisemblablement, d'un bâtiment ou d'un mur. Sinon, évidemment, un souffle de vent viendrait soulever le drapeau, et là, non, il passe vraisemblablement à côté d'un mur, et le vent est coupé, le drapeau tombe, et néanmoins, le soleil éclaire le devant de la scène. Le décor esquissé par Rembrandt, qui semble être une arche, c'est tout simplement la porte de sortie d'un immeuble comme on les faisait à l'époque. En réalité, ces gens-là, on va dire, sortent de chez eux. Alors d'abord, il s'agit d'un tableau factuel, tout simplement, un tableau d'histoire. Voilà. C'est une commande, c'est un tableau de commande, c'est-à-dire que le peintre a reçu une commande de la part des personnes qui se trouvent représentées. Une dimension qui est celle de la satire sociale, puisque Rembrandt va représenter ces personnages d'une façon très particulière, en se moquant d'eux, entre guillemets, ce qui va d'ailleurs déclencher de leur part une grande colère, puisqu'ils vont estimer qu'ils ont été trompés par l'artiste. C'est un manifeste pictural, parce que c'est la première fois qu'un peintre hollandais réalise un tableau de groupe de cette façon-là. Préalablement, il travaillait différemment. C'est un manuel technique au point de vue militaire, parce que vous allez découvrir qu'il y a des personnages qui font des actes techniques dans l'utilisation en fait, de leurs armes. On peut parler d'une œuvre symbolique, et là, ça va rejoindre les différents aspects qu'on aura vus préalablement. C'est une œuvre qu'on pourrait quasiment qualifier de kabbalistique, et on va voir là encore pourquoi. Et enfin, et ça c'est une dimension de son œuvre qui est tout à fait intéressante, c'est une œuvre très intime, très personnelle, puisqu'il se saisit de l'occasion qui lui est donnée de travailler par le biais de la commande pour mettre en œuvre ce qu'il appelle son travail sur les invisibles. Et les invisibles, ce sont les personnes de sa famille qui ont disparu, et notamment les enfants qu'il a eus, puisque tous les enfants qu'il a eus sont décédés en bas âge, à l'exception d'un seul à l'époque, qui je crois va mourir néanmoins ensuite très jeune, qui est son fils Titus, mais il a eu 2 filles préalablement qui sont toutes décédées en bas âge. À la fin de 1942, l'année même où il peint ce tableau, sa femme Saskia va décéder, et à chaque fois, il a le souci de faire figurer
dans ses œuvres ces personnes disparues, ce qu'il appelle ses invisibles, c'est lui-même qui le dit et qui l'écrit d'ailleurs, parce qu'il considère que quelqu'un qui décède ne disparaît pas, au sens où nous l'entendrions nous, mais devient simplement invisible. Et l'essentiel de son travail, en réalité, son véritable travail personnel, consiste à faire en sorte que ces invisibles demeurent visibles grâce à l'art, et de ce fait, il leur assure une certaine forme d'éternité. Alors il faut savoir que l'histoire de ce tableau a été très mouvementée, puisqu'elle a été créée pour orner en fait une salle de banquet énorme, qui était la salle de banquet qui occupait l'étage supérieur d'une sorte de maison des milices d'Amsterdam à l'époque, et que ce tableau faisait partie de toute une série d'autres tableaux qui sont connus, qui étaient réalisés par des confrères et néanmoins concurrents de Rembrandt, et que ce tableau-là a pris place en 1642, lorsqu'il a été achevé, dans cette galerie d'un immeuble qui s'appelait en fait le Kloveniersdollen. Kloveniersdollen, je vous expliquerai après pourquoi ça portait ce nom-là, tout simplement parce que la troupe était des arquebusiers et que les arquebusiers utilisaient un instrument, une arquebuse, qui en hollandais s'appelle kloven, et donc les gens qui utilisaient le kloven, qui accessoirement en hollandais veut dire aussi fendre, ce qui les rattache à la tradition militaire on va dire des épéistes, eh bien s'appelaient les kloveniers, en gros les utilisateurs de kloven. Donc ces personnes-là avaient une maison commune et elles avaient décidé de le décorer par des tableaux. Et donc, Rembrandt a fait partie de la décoration. Il se trouve que, l'histoire passant, un jour, le tableau a été déplacé à la mairie d'Amsterdam et qu'il était trop grand. Et à l'époque, on n'avait pas, je dirais, beaucoup de respect pour les œuvres et on l'a tout simplement coupé pour l'adapter à ces nouvelles dimensions. Donc, au passage, à la gauche du tableau, il y a 3 personnages qui sont partis, qui ont disparu. Ils ont raboté un petit peu, ils se sont arrêtés au pied. On a eu de la chance, sinon on aurait pu avoir des gens qui marchaient sur leurs moignons. Et ils ont raboté le ciel un petit peu pendant qu'on y était pour que ça rentre bien, etc. Et au premier plan, on a 2 personnages qui apparaissent comme des personnages centraux à premier regard, qui est un personnage en noir qui a une écharpe rouge et un personnage plus clair, visiblement un jaune assez brillant, quasiment métallique. En fait, il s'agit des respectivement capitaine et lieutenant de cette troupe. Alors on connaît leur nom, il y en a un, il s'appelle Banning-Kok, et l'autre s'appelle Van Ruytenberg, ou Van Ruytenborg, selon qu'on prononce à l'anglaise ou à la hollandaise, et qui sont, en apparence, en fait, les meneurs de cette troupe. Donc vous avez, sur le tableau, on a dénombré 33 personnages. En réalité, de véritables personnages, il n'y en a que 18. Rembrandt en a rajouté un certain nombre pour donner un petit peu de corps, mais seuls ceux qui ont payé, parce qu'il s'agit d'une commande, ont le droit de voir leur figure représentée. Donc c'est assez curieux, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de lances, par exemple, qu'on devine en arrière-plan, qui sont vraisemblablement, qui ne tiennent pas par toutes seules, mais qui sont dans les mains d'un personnage, mais qu'on ne verra pas. Donc seulement ceux qui ont payé ont le droit de figurer sur le tableau. À l'exception d'un seul, qui était là pour l'équilibre, si on peut dire, de la composition, qui est le personnage qui joue du tambour et qui est censé, en fait, rythmer la marche, qui se trouve dans cette partie-là, dont on connaît le nom aussi, et qui s'appelle Jacob Joritz. Et cet homme-là, lui, n'a pas payé, et pourtant on le voit, parce qu'il est nécessaire à l'équilibre général du tableau. Alors il se trouve que, commande est passée, Rembrandt arrive avec son tableau, et alors là, les commanditaires, puisqu'il faut bien les appeler comme ça, on pourrait même les appeler ses clients, n'est-ce pas, sont absolument furieux, parce que Rembrandt livre une œuvre qui est en complet décalage avec ce qui se fait à son époque. Ce qui se fait à l'époque, c'est de représenter évidemment les gens qui ont payé, ça c'est normal, mais on les représente généralement d'une façon classique et assez statique. Et surtout pas dans une scène de mouvement avec tout ce désordre. Non, c'est généralement un banquet où les gars sont sagement assis chacun sur leur siège. Franz Hals fait ça, Baker fait ça. Enfin, vous avez un grand nombre d'artistes qui respectent scrupuleusement la commande qui leur est passée. Et Rembrandt ne fait pas ça du tout.
Rembrandt, il va introduire en fait une grande nouveauté. Il représente ses clients en mouvement et dans un désordre indescriptible qui ne correspond pas du tout à l'idée que ces clients se font d'eux-mêmes. Parce que ces clients-là, ce n'est pas n'importe qui, et loin de là. Ce sont en fait les représentants de la haute bourgeoisie d'Amsterdam. Ce sont en réalité des gens qui sont tous très riches. Ce tableau, pour parler d'argent, il a coûté 1600 florins. Ça veut dire que chacun d'entre eux, on va le faire simplement, ils sont 18, ils ont à peu près payé 100 florins. Certains ont payé un petit peu plus cher, ils sont devant, certains ont payé un peu moins, ils sont derrière. Bon, voilà, ça se règle à peu près comme ça. Malheureusement, on n'invente rien, tout reste une question d'argent. Il n'empêche que 1600 florins représentent à l'époque l'équivalent de 8 années de travail d'un ouvrier d'Amsterdam. Ça représente beaucoup d'argent. Et quand ils constatent qu'avec tout cet argent, leur peintre favori a fait ça, ils ne sont pas contents du tout. Et alors il arrive même à un moment assez étonnant, c'est qu'ils ne sont tellement pas contents qu'ils hésitent entre deux choses. Soit ils vont lyncher le peintre, bon, ils hésitent quand même, finalement ce sont des bourgeois, ils restent encore dans les clous, on dirait aujourd'hui, ou ils vont détruire l'œuvre. Parce que là, vraiment, ils ne supportent pas d'être représentés aussi mal. Puis, quand même, ils se disent, on y a mis 1600 florins. Et là, ils sont toujours des bourgeois. Ils se disent, aïette, puisque l'argent est dépensé, on ne va pas gâcher la marchandise. Et finalement, l'œuvre ne doit sa survie qu'à son propre prix. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Ils l'auraient payé moins cher, si ça se trouve, ils n'auraient pas eu de scrupules, ils y auraient fichu le feu, et on n'aurait jamais entendu parler de la ronde de nuit. Donc, finalement, l'œuvre se survit à elle-même. Alors évidemment, le mécontentement dont j'ai parlé, lié au fait qu'il livre une peinture baroque au lieu d'une peinture classique, d'une peinture en mouvement au lieu d'une peinture figée, va se traduire par, puisque les bourgeois en question n'ont ni le courage de détruire l'œuvre, ni celui de le lyncher, par une haine tenace qui va ruiner en fait Rembrandt. Et Rembrandt va faire faillite à la suite de la production de ce tableau. Et les bourgeois en question vont faire en sorte que pendant 14 ans, il n'ait aucune commande publique. C'est autant dire qu'ils l'ont mis sur le sable. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'il nous livre, et c'est là où Rembrandt est très fort, il nous livre en fait une sorte de photographie incroyable de la société de son époque, qui est beaucoup plus intéressante que quand on regarde les tableaux classiques au même moment, où de manière très conventionnelle, vous voyez des bourgeois bien habillés en train de boire des coups le long d'une table. Voyez, en réalité, ce qui se passait, c'est que ces braves gens se livraient à des beuveries absolument interminables, à tel point que le tableau, il va servir à quoi? Aller dans une salle de banquet, qui est tellement grande qu'on l'a comparée à la salle des banquets du Whitehall de Londres, pour des groupes de musiciens. Et leur ripaille durait tellement longtemps qu'il a fallu que la municipalité d'Amsterdam prenne un arrêté pour que la fête ne dure pas toute la semaine, mais seulement 3 à 4 jours par semaine, pour limiter les dégâts. Et donc, on comprend qu'ils aient l'air assez contents de quoi. Les mecs, pour le faire simple, ils étaient pétés de thunes, ils foutaient rien, et en plus, ils se déchiraient à longueur de semaine. Et de temps en temps, ils mettaient leurs plus belles fringues, ils sortaient dans la rue pour montrer comment ils étaient beaux. Voilà, c'était ça. On comprend que Rembrandt soit un peu moqué d'eux quand même. Bon, c'est le minima qu'il pouvait faire. C'est d'abord la haute bourgeoisie qui n'a pas véritablement participé à la guerre qui vient de s'achever. La Hollande, pour se libérer du joug espagnol, a quand même connu une période de guerre de 80 ans. Et il y a une forte tradition du, on va dire, soldat citoyen en Hollande, et notamment à Amsterdam. Évidemment, les bourgeois n'ont pas été les premiers à se précipiter pour défendre Amsterdam, mais ne sont pas mécontents maintenant que la paix est revenue de faire semblant d'en avoir été. Donc, ils sortent un peu l'argent et ils achètent, si on peut dire, leur place dans la milice. Et donc, après, ils peuvent dire, ben voilà, moi aussi, j'ai fait partie de la bande. Et alors, Rembrandt, dont on peut estimer qu'il a un sentiment réservé vis-à-vis de ça, se dit, ok, on le fait comme ça, alors moi je vais le faire autrement, et je vais vous représenter comme vous êtes, c'est-à-dire, au niveau militaire s'entend, des amateurs. Et vous, comme moi, on n'a pas un sentiment
de voir des amateurs. Or, quand on commence à regarder le tableau de près, on se rend compte que oui. Évidemment, ce qui saute à l'œil immédiatement, c'est que cette troupe ne présente pas, contrairement à ce qui se passe dans un défilé militaire classique, un bel ordonnancement en ligne, en colonne, etc. En réalité, il règne un grand désordre. Et quand on observe les personnages un par un, on se rend compte qu'aucun n'est véritablement concentré sur ce qu'il fait. Et si vous regardez les visages un par un, vous avez le 17 qui est un homme d'armes chapeauté qui tient une lance en regardant la main du numéro 19. Vous avez le 18 qui est un homme chapeauté qui observe la scène comme un intrus. Et en fait, l'intrus, c'est évidemment le peintre. Évidemment, c'est l'intrus par rapport à cette bonne société. Vous avez ensuite les commentateurs, et vous avez deux groupes de commentateurs. Vous avez ce groupe-là, dont fait partie le 3, il commente. Et vous avez ce groupe-là, qui commente. Ils ont une différence assez nette. Eux se contentent d'avoir un commentaire verbal. Là, vous avez un commentaire qui est aussi gestuel. Et en fait, ce commentaire gestuel, c'est une preuve de plus dans le, si on peut dire, le désordre qui règne au sein de la troupe, parce que ce geste-là s'oppose en fait au geste du capitaine. Donc c'est une critique, en quelque sorte, qui est attestée, qui est très discrètement mise en relief par Rembrandt. Vous avez les représentants de la société civile. Si vous isolez ceux-là, vous auriez du mal à dire qu'ils appartiennent à la troupe des arquebusiers. C'est une brochette de Gus. Il n'y en a pas un qui a une tenue militaire convenable. C'est ces deux-là qui portent des casques de fantaisie. Eh bien, là, vous avez un casque qui est le casque, on va dire, réglementaire, c'est comme ça qu'on dirait dans une armée moderne, qui est le morion, qui est le casque issu en fait, du XVIe siècle et qui sera porté pendant tout le XVIIe siècle, qui est un casque qu'on pourrait appeler à l'espagnol, qu'on voit reproduit, par exemple, dans à peu près tous les films qui parlent du débarquement des Espagnols dans le Nouveau Monde. Vous voyez, un casque. Et eux, ils ont deux casques qui n'ont strictement rien à voir, qui sont des casques antiques, en fait. Et ces casques antiques, ça veut dire que là encore, ce sont des militaires d'opérette. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'équipement normal. Ils ont ramassé un truc chez leur grand-mère ou dans un vide-grenier, ils se le sont mis sur la tête et ils sortent et ils jouent en fait aux soldats. On commence à regarder plus en détail. Et là, on se rend compte que le porte-drapeau, qui a l'air assez content de lui d'ailleurs, il a la moustache au vent, il regarde un petit peu au loin, sauf qu'on voit bien que c'est un porte-drapeau d'opérette parce qu'un porte-drapeau qui connaît son affaire n'a pas besoin de regarder comme il est en train de le faire le bout de son drapeau. Parce que quand on est en train de se promener, on sort de chez Ikea, on a acheté des planches pour se faire une belle étagère, évidemment son angoisse majeure c'est de ne pas éborgner le voisin. Donc on est toujours en train de regarder le bout de sa planche pour voir où elle va. Ça veut dire que vous n'êtes pas habitué. Un gars sur un chantier, il sait, il connaît l'encombrement de la planche, il se promène avec ça avec une grande dextérité. Lui, c'est un professionnel, vous ne l'êtes pas quand vous sortez de chez Ikea. Ben, lui, quand il sort avec son drapeau, on sent qu'il y a une espèce un petit peu d'inquiétude. Voilà, vous avez le 12e homme qui est cette espèce de bourgeois incroyable. Alors lui, il sort de chez lui, hein. C'est absolument incroyable, il a un chapeau de forme, il a l'air d'être assez content globalement. Alors il tient sa lance à peu près comme une canne à pêche, vous voyez, il la tient à deux mains comme ça, en arrière. Voilà, c'est un geste... En fait, il est l'incarnation de la bonne volonté. Voilà, il est content d'être là. Ça, c'est les représentants de la société civile. On a l'homme d'armes casqué, le numéro 8, alors qui est le seul dont on ne voit pas le visage, mais dont on voit bien, si on voulait, la cambrure, un geste assez technique, la jambe fléchie, les épaules rentrées comme ça, puis on sent bien qu'il fait quelque chose qu'il croit important. On pourrait se dire, bah voilà, il tire. Sauf qu'il fait la chose dans un désordre épouvantable. Parce qu'à l'époque, quand on tirait, c'était des armes qui étaient assez imprévisibles. Quand on les chargeait, elles risquaient déjà d'exploser. Mais alors quand on tirait, il fallait que tout le monde s'écarte, il fallait qu'il y ait des distances de sécurité. Et là, il fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il tire au milieu de tout le monde, il tire derrière le dos de ses officiers, ce qui ne se fait pas, et il est carrément à contre-marche. C'est-à-dire que tout le monde va dans ce sens-là et lui va dans l'autre sens. Alors vous avez le personnage numéro 13, n'est-ce pas? Alors c'est un sous-officier, pardon, mais qui regarde avec une sorte de surprise contenue, à la limite un petit peu de colère, ce que le numéro 8 est en train de faire. Il est derrière lui, alors là, il se dit, quand on en est là,
qu'est-ce qu'on peut faire de plus comme connerie? C'est à peu près le... Et donc il regarde ce gars-là. Il se peut que j'interprète, hein, que je dise des bêtises, hein, j'en sais rien. En fait, j'étais pas là. Alors le 5, en fait, c'est un officier qui est très occupé à recharger son arme tout en marchant. Alors en faisant ça, c'est en fait une critique extrêmement nette, parce que ça ne se fait pas. C'est-à-dire que quand on recharge son arme, on est au repos, on est à l'arrêt, on ne fait pas ça en marchant. Donc c'est une façon pour Rembrandt de dire bah, c'est une bande un peu de bricoleurs. Voilà. Il ne se comporte pas comme il devrait. Le 11, c'est un des personnages qui est en fait pas plus important que les autres. Il n'a qu'une vraie importance. C'est que lui et son collègue sont ceux qui vont déclencher la commande. Donc pas de capitaine ni de lieutenant, pas de tableau. Donc il faut bien qu'ils soient quelque part, tant qu'à faire. Ils ont vraisemblablement payé plus que les autres, ils sont au milieu. Voilà. Mais en fait, ce gars-là, il est quand même un petit peu dans une drôle de position, parce qu'il tient son bâton de commandement, c'est ça un bâton de commandement, un peu comme une canne. On est très loin, n'est-ce pas, de... Vous avez une peinture célèbre, je ne sais plus si c'est de Géricault, de Gérôme, où vous voyez Napoléon avec un bâton de commandement, mais il est... je veux dire, c'est un vrai, quelque chose d'impérieux. Là, il s'en sert un peu comme une canne, et puis son geste de la main est assez mou. Donc c'est plus une invitation, voilà. Ça, c'est le 11, n'est-ce pas? Il est néanmoins le seul à avoir la bouche légèrement entrouverte. Voilà. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire c'est le seul qui prend la parole. Ensuite, nous avons le numéro 14, qui est tout simplement le lieutenant, n'est-ce pas, Van Rittenberg. Et il semble écouter le capitaine, une écoute très neutre, comme ça, il a la bouche à l'horizontale, il écoute, mais il est vraiment très neutre. Et en fait, il est un personnage assez important, parce qu'il tient à la main une lance qui est dirigée vers le spectateur, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est lui qui donne vraiment le sens à la marche. La lance, elle est bien rigide, elle indique, c'est comme un poteau indicateur, elle est beaucoup plus ferme que le geste du capitaine. Voilà. Comme il y avait un soupçon en fait, d'homosexualité entre le capitaine et le lieutenant, Rembrandt n'a pas pu se retenir d'y faire allusion. Et alors si vous voyez bien, il y a une ombre portée de la main qui touche le sexe du lieutenant. Voilà, très clairement, ça c'était une volonté de Rembrandt. Là encore, je ne vous fais pas un dessin sur le scandale que ça a fait, puisque c'était une espèce d'insinuation, ce qui à l'époque n'était pas particulièrement bien vu, n'est-ce pas? Mais Rembrandt, comme tout artiste, dit ce qu'il a à dire sans jamais reculer. Donc il voulait dire ça, il l'a dit, je ne sais pas si c'est juste, si ça a une importance, mais aujourd'hui, en tout cas, ça nous fait sourire. Rembrandt leur renvoyait en fait une image de ce qu'il ne voulait pas être. C'est-à-dire qu'ils se rêvaient en militaires formidables, et en fait, ils apparaissent comme une troupe d'amateurs, fort sympathiques, mais néanmoins comme d'amateurs. J'ai bien précisé qu'il s'agissait d'une peinture baroque, et elle est baroque tout simplement parce qu'elle est en mouvement, ce qui ne se faisait absolument pas, que comme par hasard, Rembrandt a un souci très modéré de l'environnement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une galerie de portraits, mais vous n'avez pas un bâtiment impeccablement dessiné, des dalles qui sont peintes sur le sol, comme on peut le voir sur un grand nombre de peintures hollandaises ou flamandes. Tout ça, en fait, la vérité, c'est que Rembrandt, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est dégager une ambiance. Et il le fait formidablement, et il rend ses personnages incroyablement vivants, peut-être trop vivants. Il les rend vivants, en tout cas pour l'éternité, alors que si vous observez les peintures de la même époque, dont j'ai une liste assez copieuse, puisqu'il avait des tas de concurrents, à commencer par un dénommé Baker, lequel Baker avait fait un portrait de groupe à peu près équivalent pour cette même salle des banquets de Clovenir-Dolan. Eh bien, là, vous avez des gars qui sont totalement figés dans le marbre. C'est un effet tout à fait différent. En fait, en faisant ça, Rembrandt, il aurait pu très bien faire une photo s'il avait disposé de ce moyen-là. C'est-à-dire qu'il demande à des personnes, finalement, ce que je vais vous demander, de jouer, entre guillemets, la scène, et il fait une sorte d'instantané. Sauf que Rembrandt a des moyens picturaux très puissants,
et qui se permet de faire un certain nombre de choses beaucoup plus subtiles que ce que fait une photographie, parce qu'il va pouvoir amener la lumière là où il le veut et, je dirais, agrémenter chaque personnage d'une infinité de détails. Le peintre a une très grande science de la composition et il sait qu'il ne faut pas laisser en fait, le regard du spectateur se barrer dans tous les sens. Vous avez un numéro 1 qui est un homme d'armes ici, qui tient une lance, et qui, si vous le regardez bien, il regarde dans ce sens-là. En fait, il ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe là. Il a un regard comme ça. En réalité, il va répondre à un autre numéro, qui est en fait le numéro 21, qui regarde dans l'autre sens. Et en fait, ces deux personnages-là, ils ont un rôle, c'est-à-dire qu'ils ouvrent et ferment la scène. Il y a une autre paire de personnages extrêmement importants, qui sont le 20 et le 3. Eux, ils nous regardent, ce sont les deux seuls à nous regarder vraiment. Ce personnage et ce personnage-là. Et eux, ils ont une fonction d'entonnoir, c'est-à-dire qu'ils appellent le spectateur. Il y en a deux qui vont nous cadrer et deux qui vont nous appeler. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, d'une certaine façon, c'est là que ça se passe. Et une fois qu'on est cadré dans ce sens-là et aspiré dans ce sens-là, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Alors, on peut également remarquer que Rembrandt travaille par plan et que ces 4 personnages, en fait ils sont 6, parce que vous allez voir ici et là 2 visages qui sont à peine esquissés, ça c'est des gens qui n'ont pas payé évidemment, on voit juste un bout de nez, un œil, un truc. Mais les 4 personnages qui eux sont des payants sont bien en vue, mais ils sont au-dessus d'un groupe qui est le groupe de tête, parce que Rembrandt a l'habitude de travailler par étage comme ça, et on va essayer de reproduire ça. Vous avez le 4e qui là, lui, il bloque... Il a la même fonction que celui-là, mais il bloque ce niveau-là. Voilà. Il est derrière le porte-drapeau et il bloque ce niveau-là. Vous avez le numéro 10. Alors ça, c'est un des premiers. C'est un petit morceau d'un autoportrait de Rembrandt qu'il a camouflé là. Voilà. Vous en avez 2 dans le tableau. Vous en avez un second, je crois, ici. Un tout petit regard comme ça. Il nous observe à distance, à 3 siècles de distance. Voilà. Et donc, nous avons ensuite un homme d'armes, le numéro 15, qui est casqué et armé. Alors lui, il a une fonction visuelle, c'est qu'avec sa lance, il empêche le regard de fuir et de suivre le réseau des lances, et il ramène le regard du spectateur vers ce groupe-là qui finit le tableau. En fait, cette lance-là, elle n'est pas du tout là par hasard, elle est vraiment là. Vous la retirez, et d'un seul coup, vous sentez qu'il y a une fuite en fait, de l'énergie visuelle qui s'en va vers le haut, et c'est pour ça qu'elle est là. Il est là. Le groupe représenté, en fait, ce sont des clovenirs. Les clovenirs, ce sont, en bon hollandais, des arquebusiers. Le cloven étant le nom hollandais de l'arquebuse. En bon arquebusier, ils ont donc l'usage de l'arquebuse. C'est je dirais, enfoncer une porte ouverte, que dire ça. Et utiliser une arquebuse, ça signifie savoir faire au moins 3 choses. Ça veut dire être capable de charger son arme, de s'en servir, c'est-à-dire de tirer, et en 3e lieu, de prendre les dispositions pour être à même de la recharger. C'est un manuel d'utilisation comme vous auriez dans une boîte de magnétoscope, n'est-ce pas? Comment je fais pour mettre la cassette, la retirer, la lire, etc. Et donc Rembrandt représente les 3 phases de cette opération, avec ici quelqu'un qui tient un fusil et qui le recharge. Alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de percuteur, de culasse, etc. Un fusil se chargeait par le haut. Donc on voit le geste, il tient son fusil et il enfonce en fait une espèce de... Voilà, il y a de la poudre, il y a la balle, tout ça c'est dans une espèce de papier plus ou moins huilé. Deuxième acte, c'est celui de tirer. Alors là, il y a un personnage qu'on ne voit pas très bien, il est jambes fléchies, il a un casque, et puis on voit son fusil qui dépasse comme ça entre les 2 officiers, avec une espèce de petit panache de fumée qui sort. Alors lui, il tire. Vous avez ensuite le numéro 16, qui est le 3e élément du manuel technique du parfait arquebusier. Je charge, je tire, je refroidis, et vous avez une sorte de cycle parfait, si on peut dire, puisqu'ils font tous ça un peu n'importe comment. Alors, je vous ai parlé d'un aspect symbolique également, et cet aspect symbolique, il est assez fort, parce qu'il se manifeste, et il manifeste quelque chose qui est un double mouvement. Et ce double mouvement, il s'appuie sur le mouvement de la troupe,
et il s'appuie sur le passage de l'ombre à la lumière. Et alors symboliquement, le passage de l'ombre à la lumière, c'est généralement le passage de l'obscurité de l'ignorance à la lumière de l'initiation. C'est-à-dire que dans pratiquement toutes les religions, quelles qu'elles soient, quand vous n'en faites pas partie, vous êtes considéré comme à peu près ignorant de tout, vous rentrez dans un phénomène d'initiation, alors ça peut être la Brit Mila, le baptême, etc. Et vous êtes maintenant membre d'une communauté dont vous allez, je dirais, faire partie et bénéficier en fait de la lumière dont cette communauté bénéficie et qu'elle vous apportera. Et là, de la même façon, en fait, cette bande d'hommes sort de l'ombre et rentre dans la lumière. Et ce premier mouvement s'accompagne en fait d'un mouvement physique qui fait qu'on passe de l'immobilité de la société ancienne je dirais, au mouvement de la société contemporaine. Et en fait, le mouvement dont il s'agit, c'est le mouvement des idées qui animait Amsterdam à ce moment-là, qui était extrêmement intéressant, important, puisque à ce moment-là, vous avez par exemple Bohm qui va produire ce qu'on appelle Opéra Magno, qui sont les bases de la théosophie. Vous avez un grand philosophe juif qui s'appelle Spinoza, il se trouve à Amsterdam à ce moment-là, et il va jeter les bases de quelque chose d'assez nouveau par rapport au judaïsme rabbinique traditionnel, ce qui lui vaudra d'ailleurs, comme à Rembrandt, des ennuis, et qui maintenant est un des fondamentaux de la philosophie juive. Et à la suite de cela, eh bien, Rembrandt, qui est imprégné en fait par tous ces courants de pensée, va le traduire en images pour nous de cette façon-là. Voilà. C'est une sorte de double passage. Par un effet heureux du hasard, le volatile qui est pendu à la ceinture de la fillette, et on ne voit pas sa tête. Alors on pourrait se dire que c'est juste parce que le fusil est devant, bien sûr, mais comme ce n'est pas une photo, c'est justement le peintre qui l'a mis devant. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il ne voulait pas qu'on voit la tête du volatile. Pourquoi il ne voulait pas qu'on voit la tête du volatile? Parce que dans ce cas-là, c'est soit une poule, soit un coq. Si c'est un coq, ça a un sens très précis, parce que le coq, c'est un symbole globalement de virilité, de bravoure au combat. La France a pour emblème un coq, enfin, etc. Vivant, hein, de préférence, et plutôt vigoureux. Le coq gaulois est dressé sur ses ergots. Bon, là, il est mort, mais ça pourrait être un coq. Mais c'est aussi une poule. Ça pourrait être une poule, on ne voit pas sa tête. Or là, on a là une poule suivie par ses poussins. C'est un peu plus ironique, n'est-ce pas? Parce que vous avez soit la version coq, je vous rappelle au passage qu'il s'appelle Banning Cock, et qu'il est francophone. Donc il sait très bien ce que ça veut dire. Donc soit c'est un coq qui mène sa troupe au combat, soit c'est une poule qui rameute ses poussins. C'est assez ambigu. Alors de la même façon, la partie la plus visible de ce coq, c'est la serre. Et la serre, c'était justement le symbole des arquebusiers. Voilà. Or, au lieu d'avoir une serre, comme on voit sur le drapeau des États-Unis, par exemple, un aigle comme ça, avec des serres qui sont prêtes à saisir leur proie, là, on a une serre qui est quand même un petit peu molle. Donc là encore, il y a une ambiguïté là-dessus. Et enfin, vous avez le symbolisme qui est lié à celui de la corne. Alors, vous avez évidemment la corne, n'est-ce pas, en italien, on dit corno, quand on parle du pénis, c'est un symbole phallique, mais vous avez aussi la corne d'abondance. Et là encore, il y a une ambiguïté, parce que cette corne, c'est soit un symbole phallique qui concerne tous ces hommes jeunes, beaux et séduisants, mais c'est aussi la corne d'abondance qui fait qu'ils appartiennent à une bourgeoisie qui n'a aucun, je dirais, souci à se faire dans la vie, en sachant de mémoire que c'est Banning Cock, donc l'officier, qui a épousé ni plus ni moins que l'héritière de la Compagnie des Indes orientales, qui fait de lui un homme richissime. C'est à peu près comme quelqu'un qui aujourd'hui épouserait, je ne sais pas, l'héritière des magasins Carrefour. Voilà. Et la bourse, c'est évidemment le symbole du fait que le tableau est de commande. Je pense que véritablement Rembrandt est un grand peintre symbolique, et que c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de cette œuvre-là. Et c'est une façon de rejoindre en fait un jugement qui a été émis par deux personnes, deux grands intellectuels. L'un s'appelle Jean Piaget, il était cogniticien, et l'autre s'appelait Claude Lévi-Strauss, et il était anthropologue. Et il explique que la culture, généralement, ce sont des emboîtements de systèmes symboliques.
c'est exactement ce à quoi se livre Rembrandt devant nous. C'est-à-dire que les niveaux dont je vous ai parlé, il n'y en a aucun qui s'exclut de l'autre, ils se complètent, et ils s'emboîtent, et ils se chevillent. C'est-à-dire que la critique sociale touche le manuel militaire, mais le manuel militaire rejaillit sur l'histoire, et l'histoire, etc. Il n'y a pas d'exclusive, il n'y a pas une explication. Là, je vous ai livré quelques pistes, il y en a certainement d'autres. Voilà, c'était pour dire ça. Et que quand on a conscience qu'un fait de culture, c'est un emboîtement en fait, de niveaux symboliques, on est beaucoup plus à l'aise pour admettre qu'il puisse exister une explication, mais aussi une autre, et encore une autre. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en la matière une vérité. Je ne suis pas complètement fou et je ne pense pas avoir découvert la vérité ultime concernant ce tableau. Mais simplement, j'ai essayé de balayer de façon assez large ces choses-là. Rembrandt a, je dirais, une approche très personnelle en tant qu'artiste, mais il a néanmoins une forte imprégnation des courant religieux qui s'exprime à Amsterdam au XVIIe siècle, qui est l'endroit d'Europe où règne la liberté religieuse, contrairement à tout le reste de l'Europe. C'est-à-dire que on va dire, toutes les religions persécutées vont se retrouver à Amsterdam pour donner à cet endroit du monde, au XVIIe siècle en particulier, une effervescence intellectuelle tout à fait exceptionnelle, dont Rembrandt est l'un, d'une certaine façon, des fleurons au plan artistique. Et alors, si on veut aller encore un petit peu plus loin, il se trouve que Rembrandt a peint énormément des rabbins et pour des rabbins. Et que, ce faisant, il a été mis au contact, en fait, d'une philosophie, en tout cas d'une forme on ne peut pas parler de philosophie, mais plutôt une forme spécifique de mysticisme qui s'appelle la Kabbale, ce qui en hébreu veut dire la tradition. Et la tradition, en fait, présente un certain nombre de caractéristiques qu'on essaye d'associer, ce que les poètes symboliques feront beaucoup plus tard, les noms, par exemple, de Dieu aux couleurs, aux qualités humaines, aux sons, etc. C'est, on va dire, globalement, une sorte de théorie des correspondances. Et cette théorie des correspondances, Rembrandt va l'appliquer d'une façon très discrète au niveau, en fait, des couleurs qu'il utilise. Voilà. Et il va mettre, en fait, un certain nombre de correspondances avec la force et avec ce qu'on appelle dans la Kabbale une séphira, ou pluriel séphiroth, qui correspondent par exemple à la force, etc. Et donc on va retrouver un autre niveau symbolique, mais on va s'arrêter là, parce que là c'est un autre sujet. Ensuite, vous avez la fillette, qui est, elle, assez richement habillée, qui est dotée donc, de ce visage curieusement mature. Donc ça donnera lieu un tout petit peu au terme de maquillage. C'est peut-être le seul point de maquillage qui sera un petit peu délicat. Faire un petit essai fixe là-dessus, pour avoir une personne qui à la fois soit très fraîche et à la fois qui soit un petit peu vieillie. Voilà. Elle est vraiment minuscule, donc c'est vraiment une petite fille. C'est vraisemblablement Cornelia, l'une des filles qu'il a eues et qui a disparu. Mais si vous la regardez encore plus attentivement, c'est bizarre parce qu'elle a un visage qui n'est pas très joli. En fait, c'est un visage de vieille femme. C'est en fait les traits de sa mère. Et on a retrouvé des dessins qui fait qu'on a pu identifier que globalement, le visage de cette fillette, c'était le visage de la mère de Rembrandt. Et c'est une façon de faire vivre, pour Rembrandt, justement ces invisibles. Il les fait vivre doublement parce qu'il met le visage de sa mère sur le corps de l'une des filles qu'il a perdues. Si on regardait encore plus attentivement, on se rendrait compte qu'il y a une deuxième fillette, qui est la deuxième fille qu'il a perdue, mais qui est à l'état à peine de trace. On voit juste un voile bleuté derrière cette fillette. Alors, il y a une chose particulière qui se passe autour de cette fillette, c'est que tous ces hommes, aucun ne la regarde, comme si elle n'était pas là. Et en fait, en faisant ça, Rembrandt il établit une relation tout à fait particulière avec le spectateur, dont il fait son complice. C'est-à-dire que nous sommes les seuls, avec le peintre, à voir cette fillette parmi ce groupe d'hommes. Ce groupe d'hommes ne se rend même pas compte qu'il y a une présence étrangère parmi eux. Par contre, elle est bien consciente de toute la présence de ces hommes, puisqu'elle regarde un des autres personnages, le tireur numéro 8, qu'on distingue à peine, on le voit comme en ombre chinoise. Alors, il y a des critiques qui ont dit, oui, c'est la cantinière. Une cantinière de ce format-là, je ne vois pas comment elle peut trimballer des litres de bière
pour des hommes d'armes comme ça. Non, ce n'est pas la cantinière, elle n'a pas un format de cantinière. On a vu des cantinières sur des tableaux flamands, généralement c'est des filles un peu baraquées qui tiennent des chopes à deux mains, enfin, elle n'a pas un format de cantinière. Alors après on a dit, oui mais c'est peut-être la mascotte du groupe. C'est pas non plus une mascotte pour une simple raison, c'est que s'ils avaient pris une mascotte, je pense que l'idéal féminin d'hommes qui prennent 3 heures pour s'habiller le matin, c'est pas une fillette qui a une vilaine figure, tout simplement. Il y a une logique extrêmement simple. Non, c'est autre chose, c'est véritablement la manifestation des obsessions, en fait, on peut dire, de Rembrandt au travers de cet invisible. Rembrandt avait cette conscience-là d'établir une relation au travers le temps avec les spectateurs de ces tableaux. Et ce qui nous montre à nous, et pas à ces commanditaires qui se demandaient bien ce que fichait là cette petite fille, qui elle n'a pas payé du tout d'ailleurs. Et c'est là où on rejoint en fait son souci, qui est celui du symbolisme, c'est qu'en même temps, elle est visible-invisible, invisible pour les hommes de son temps, visible pour les hommes du futur et les femmes du futur que nous sommes, et en plus, elle est l'âme du tableau parce qu'elle en est le résumé. Il nous raconte une deuxième fois l'histoire du tableau qui est devant nous. Voilà ce qu'il fait. Mais il faut néanmoins que je vous signale 2 choses. Ce tableau a suscité l'écriture de tout un tas de livres, a suscité la production au moins d'une séquence de films qui est restée très célèbre en 1980. C'est Jean-Luc Godard qui, dans un film qui s'appelle Passion, a à un moment donné du film reconstitué ce tableau. Voilà, okay, il l'a fait, mais dans un contexte tout à fait moderne. Et ce n'est pas le seul tableau qu'il a reconstitué, parce qu'il a reconstitué aussi le bain turc d'Ingres, etc. Mais c'est très surprenant, si vous avez l'occasion de voir ce film, je vous le conseille. Mais il y a surtout un autre cinéaste qui, en 2006, a consacré un film entier à La Ronde de Nuit. Le film, d'ailleurs, s'appelle La Ronde de Nuit, et c'est Peter Greenaway. Alors, Peter Greenaway, qui est un grand cinéaste, a fait un très beau film, mais en tordant un petit peu la réalité, parce qu'il a voulu, et ça c'est, je dirais, pour la beauté, si on peut dire, dramaturgique du film, en faire un film policier. Et donc il a voulu montrer que dans ce tableau, Rembrandt avait introduit les éléments d'une énigme policière, en partant du fait que le seul personnage non représenté, c'est-à-dire le tireur, aurait été tué, justement, et donc il construit toute son interprétation là-dessus. C'est un film magnifique, parce qu'il permet de remettre en scène en fait, la vie de Rembrandt, mais je vous le dis, l'hypothèse de Greenaway est totalement fictive. Elle ne correspond absolument à rien, si ce n'est au plaisir, évidemment, de suivre ce film magnifique et de bénéficier de la reconstitution et des décors qu'il a faits. Alors, en 2009, il va se passer quelque chose d'assez intéressant, que je vous signale, c'est qu'il y a un archiviste d'Amsterdam qui s'appelle Sébastien Dudok van Hill, qui, après 30 ans d'épluchage méticuleux de toutes les archives de la ville d'Amsterdam, va reconstituer l'intégralité des noms et carrières des personnages qui ont été présentés. C'est assez merveilleux parce que de cette espèce de néant de l'histoire va jaillir en fait des personnes dont on connaît les noms, etc. Et on va se rendre compte qu'en fait, ils ont tous des relations de famille entre eux. Voilà. Donc c'est véritablement un morceau de l'histoire de la bourgeoisie d'Amsterdam qui nous est offert à la contemplation et en tout cas à la compréhension. Voilà, je pense que là j'ai fait un tour, je ne sais pas s'il vous satisfait, mais qui présente succinctement le tableau. Alors malgré ces différents niveaux de lecture, eh bien la peinture de Rembrandt reste homogène, elle forme bien un tout. C'est-à-dire que quand on regarde cette œuvre-là, on n'a pas l'impression d'être confronté à un espèce de puzzle. Aujourd'hui, il existe des artistes qui travaillent de façon assez dissociée, et on voit une scène ici, une scène là. Non, là il s'agit véritablement d'une seule scène, et pourtant, cette scène qui a l'air si simple pour le spectateur que nous sommes à contempler, c'est-à-dire oui, c'est un groupe d'hommes qui arrivent, qui débarquent de quelque part ou qui vont quelque part, on verra où ils vont et d'où ils viennent, c'est facile à lire, on voit bien, c'est une troupe de gus qui arrive et puis qui se présente. Et néanmoins, malgré cette simplicité, l'œuvre forme bien un tout,
avec les différents niveaux de lecture que j'ai notés. Et vous avez enfin une autre action, qui est l'action que nous allons avoir, vous et moi. Ça, évidemment, Rembrandt ne l'avait pas prévu, évidemment. Moi, je dirais que cette personne-là, ça pourrait être facilement... j'hésite, mais en tout cas, voilà. Non, j'hésite parce que c'est pas exactement ça. Et tu serais prêt à... Ouais. Ah ouais. Donc, voilà. De l'autre côté, la technique est prête. Donc maintenant, présenter... Et il faut que vous soyez réellement dedans. Le nécessaire à la souffle. Toi, tu regardes. En fait, quand on regarde pour élève, il va légèrement comme ça. C'est-à-dire que tu es plus ou moins dans cette ça va le faire. Ça va venir. Sarah Gilles, elle commence à viser. Le drapeau, il est bien positionné. Mélodie, elle redresse son arme. Le plus à la verticale.